J'étais en train de lire le Financial Times et j'y ai trouvé un petit article de 2 paragraphes intitulé « Il se peut que l'homme soit responsable d'une extinction de masse ». C'était enfoui au milieu de la page 6 ou 7 et je me suis dit, voilà comment l'humanité traite ce problème. On fait l'autruche. Vérifie ton portable. Il brûle le signal quand on approche. Salut Louis, ça va? T'as combien de caméras sur toi? Tu veux dire sur la table? Non, non, sur toi. Sur moi? Moins de 7, mais plus que 2. Bon, faisons le compte. Une caméra frontale, 2 caméras boutons, un soutien-gorge de sport, une caméra dans la bouteille, une sur le sac, avec des stabilisateurs. La caméra tourne. Une fois à l'entrée, pense bien à écarter la bretelle du sac. Ok, Ta réservation est dans 10 minutes. d'accord. Votre plat? Vous y connaissez un rayon en sushi? On est déjà venu. Vous avez des goûts très exotiques? Oui. On aime prendre des risques. On aime tous les sashimi. On en mange depuis des années. C'est super. La baleine? Merci. Tu crois qu'il pourrait... Ça y est, 3 morceaux, on les tient. Voilà, bingo. The owners and chef of one of America's trendiest restaurants are facing federal charges tonight, all because of what they put on customers' plates, an endangered species. And behind the undercover sting, some movie makers who went right back to work. Il n'y a même pas de route. T'as vu ça? Regarde la taille de ce crâne. J'ai réalisé 4 documentaires sur l'extinction pour National Geographic. On s'est rendu dans des endroits magnifiques. Il y avait des squelettes de dinosaures partout. On se dit, c'était il y a si longtemps. Et si c'était en train de se produire à nouveau, sans que personne le voie? Chaque année, une espèce sur 1 million s'éteint naturellement. Dans les décennies à venir, à cause de l'homme, ce processus sera 1000 fois plus rapide qu'il devrait l'être. Il est difficile d'estimer avec précision combien d'espèces nous allons perdre. Dans le siècle à venir, la planète pourrait voir disparaître jusqu'à 50% de ces espèces. Je me suis dit que c'était le sujet le plus important au monde. C'est comme si on vivait au temps des dinosaures et qu'on pouvait encore réagir. La baleine bleue est le plus gros animal qui ait jamais vécu. Elle est plus grosse que le plus gros des dinosaures. Et comme eux, la baleine bleue risque de disparaître. Elle arrive! T'as vu ça? Il y a longtemps, la chasse à la baleine a failli les faire disparaître. Leur population était réduite à 2%.
De nos jours, c'est le trafic maritime qui les extermine. Elle est sur la droite. Ce que j'espère, c'est qu'en montrant aux gens la beauté de ces animaux, nous réussirons à les sauver. Ce que j'aime chez la baleine bleue, c'est que son chant est le plus fort de tout le règne animal, même si on ne l'entend pas, parce qu'il est sous notre seuil d'audition. L'homme croit souvent que le monde se limite à ce qu'il peut voir et entendre. Il pense qu'il n'y a rien d'autre. Mais il existe un monde caché à tous les niveaux. C'est ce que je veux faire découvrir. De retour au port, un pêcheur s'approche de notre interprète et lui dit « Vous me donnez $500 ? J'ai trouvé cette bouée et il y a une récompense de $500 si on la renvoie en Amérique. » Je regarde la bouée de plus près et dessus je lis « À renvoyer à Chris Clark, laboratoire bioacoustique de Cornell. » Et je me dis « Eh, je le connais !» Depuis 30 ans, Chris expérimente de nouvelles techniques d'enregistrement des baleines. C'est lui qui a démontré que les baleines communiquaient sous l'eau. Pour moi, cette bouée, c'était comme trouver un message dans une bouteille. On a fabriqué des enregistreurs. On les a mis à l'eau et ils enregistrent en continu. Les baleines, les dauphins. On essaie d'enregistrer tout ce qui passe. Je me souviens de la première fois où j'ai su qu'une baleine bleue chantait dans les environs. Je la voyais sur l'écran, mais je ne l'entendais pas. Quelle est la solution? Accélérer la bande. Ça me donne toujours la chair de poule. C'est vraiment, comment dire, bon sang. C'est fabuleux. Plus on écoute notre planète, que ce soit dans les eaux glaciales de l'océan Arctique ou au cœur des jungles impénétrables du centre de l'Afrique, plus on comprend que le monde entier chante. Il clique, il grince, il siffle, il tape. Mais nous n'écoutons plus. Le laboratoire bioacoustique de Cornell possède la plus vaste collection d'enregistrements d'animaux qui existe. La mission a commencé dans les années 30. C'est une sorte de musée, sauf qu'on n'a ni oiseaux empaillés, ni insectes cloués au mur. Nous avons en réserve tous les sons imaginables, du plus gros mammifère de l'histoire de la Terre à l'insecte le plus minuscule. C'est l'enregistrement du chant d'un moho d'Hawaï mâle. Cette espèce reste en couple pour la vie. Le mâle chante en duo avec sa partenaire. Ils chantent l'un après l'autre de cette façon. Là, c'est le mâle. Pas de réponse. Le mâle recommence. C'est le dernier mâle de son espèce. Il cherche une femelle. Elle ne viendra jamais. Il est totalement seul. Et son chant a aujourd'hui disparu.
Cette collection est relativement jeune, elle n'a que 70 ans. Mais beaucoup des pièces enregistrées se sont aujourd'hui éteintes. Notre collection est un exemple frappant de l'ampleur de l'extinction que nous sommes en train de vivre. La Terre a connu 5 extinctions massives. L'Ordovicien, le Dévonien, le Permien, le Trias jurassique et l'extinction Crétacé-Tertiaire, celle qui a tué les dinosaures. L'échelle géologique est très difficile à appréhender. 4,6 milliards d'années d'histoire de la Terre. Si l'on considère l'histoire de la Terre et la comprimons en 24 heures, savez-vous quand apparaît l'homme? Quelques secondes avant minuit, rien de plus. Nous sommes les petits nouveaux. L'ère à laquelle nous vivons aujourd'hui s'appelle l'Anthropocène. Cela signifie le temps de l'homme. C'est l'époque à laquelle l'homme laisse une marque dans le testament fossile futur. Il y a 65 millions d'années, la chute d'un astéroïde a entraîné l'extinction des dinosaures. La cause de cette 6e extinction massive est extrêmement facile à identifier. L'humanité joue le rôle de l'astéroïde. Nous sommes au point de bascule. C'est soit trop tard, soit le début d'un mouvement. Il y a 2 morceaux de baleine et un de cheval. On savait que ce restaurant servait de la baleine. Mais il y a bien plus grave. Il paraît que l'administration Obama est en pourparlers avec le Japon pour réautoriser la chasse commerciale à la baleine. Je me suis dit que si nous arrivions à prouver que l'on sert de la baleine menacée dans les restaurants américains, ça mettrait fin à ces pourparlers. Les défenseurs des animaux ont pris le relais, mais le restaurant n'a pas fermé. Il y a un type dont je n'avais jamais entendu parler, un certain Odie Gill. Il a installé un écran géant devant le restaurant sur le passage des clients. Qu'est-ce que tu fais? Je manifeste. Hier, il y avait 200 personnes devant le restaurant pour manifester. Et je me suis dit qu'il fallait que quelqu'un maintienne la pression. C'est lui qui s'occupe des écrans qu'on voit aux Oscars et aux Golden Globes. Le propriétaire du restaurant a garé sa Ferrari à côté de son van. Il est sorti et lui a demandé « Vous allez faire ça pendant longtemps ?» Il me prenait pour une sorte de hippie qui se lasserait au bout d'un jour ou deux. Je lui ai dit, écoutez, je peux rester 1 mois ou 2 ou 1 an, ou plus. Et vous, combien de temps comptez-vous survivre à ma présence? 10 jours plus tard, le restaurant a fermé. J'ai trouvé que c'était magnifique. Tout le monde était reparti, mais à lui tout seul, il a réussi à faire en sorte que son message soit entendu. Il y a des milliers de personnes aux 4 coins de la planète qui sont prêts à sacrifier leur vie professionnelle pour sauver des espèces. Ils pénètrent dans certains des environnements les plus dangereux de la planète. Faut aller le sauver! Plus de 800 activistes environnementaux ont trouvé la mort ces 10 dernières années. Ils font le sale boulot, mais on n'entend jamais parler d'eux. Ils restent dans l'anonymat. Sean Henricks, par exemple. J'habite à Boulder, dans le Colorado, en plein milieu du pays. Et j'ai découvert qu'un formidable activiste des océans habite à 2 pas de chez moi. Il a démissionné de son poste de cadre dans la haute technologie pour sauver les espèces menacées. Il a fait un travail incroyable. Je n'avais jamais rien vu de tel nulle part.
Isla Mujeres était la plus grande île de pêche aux requins sur la côte est du Mexique. Une vingtaine de palangriers partaient chaque jour à la pêche aux requins. Grâce à Sean et à d'autres, cette île est aujourd'hui l'un des plus beaux spots d'observation de requins au monde. Les anciens pêcheurs gagnent bien mieux leur vie en emmenant les touristes nager avec les requins-baleines qu'en les tuant à la palangre. Le calcul est vite fait. Sean travaille souvent avec son ami Paul Hilton, photojournaliste d'investigation. Les deux hommes semblent attirés par le danger. Le paradis des touristes. Paul est photojournaliste et comme moi, il est passionné par les espèces menacées. Il est très doué. Paul et Sean tentent de démasquer les réseaux qui font commerce des espèces menacées. On va tout révéler au grand jour, hein? Sean est une pile électrique. J'adore son enthousiasme. Il parle beaucoup trop pendant nos missions. Il arrive toujours un moment où je dois lui dire de se taire. C'est son côté américain. En route. C'est parti. C'est souvent rassurant d'y aller à deux. On se retrouve parfois dans des situations où il vaut mieux avoir quelqu'un qui surveille vos arrières quand on filme ou qu'on photographie. Paul et Sean ont une technique spéciale. Ils laissent pendre un appareil autour de leur cou. Les gens pensent qu'il est éteint, alors qu'en fait, il y a une caméra qui filme tout depuis le début. Il y en a beaucoup. Et là, c'est les dents de la mer. Comme dans le film. N'en fais pas trop, Sean. Ok, cool, c'est super. J'avais jamais vu autant d'ailerons. Comment vous l'avez appris? Par les réseaux sociaux surtout et par des confrères. On est rentré sans problème. Vous êtes resté longtemps? 10 ou 15 minutes. Vous avez fait tout ça en 15 minutes? Ouais. On y est bientôt? Oui, on arrive. Je pensais que le trafic d'animaux sauvages serait plus discret. Dans la rue, un magasin sur deux propose des espèces menacées. T'as vu ça? Il ne s'agit pas seulement d'ailerons de requin. Tout ce qui est menacé sur Terre semble en vente. En Chine, la demande de soupe aux ailerons de requin explose. On estime que 250 000 requins sont pêchés chaque jour pour cette industrie. Le requin est l'espèce qui représente le mieux ce qui est en train de se passer dans les océans. Il est plus vieux que les dinosaures. Il a survécu à 4 extinctions massives. Mais depuis ma naissance, sa population a été réduite de 90%. Je suivais un groupe de pêcheurs de requins en Indonésie. Ils changeaient de camp chaque jour. Un matin, j'ai vu un reflet dans les coraux, à un endroit où l'eau était peu profonde. C'était une vision d'horreur. Il y avait un magnifique requin nourrice auquel on avait coupé tous les ailerons. Il essayait de nager, mais il n'y arrivait pas. C'était déchirant parce que c'était la réalité dans toute son horreur, ce que personne ne voit jamais. La plus grosse usine de transformation d'ailerons est derrière nous, à 200 mètres. J'ai un contact téléphonique. Tu penses qu'on va réussir à entrer? Oui. C'est un très bon contact. D'accord. Sean a une interprète. Je ne dirai pas son nom, mais elle travaille de façon clandestine en Chine depuis plusieurs dizaines d'années. Elle nous a fait visiter un endroit où nous n'avions jamais pu pénétrer. C'est un peu le supermarché du trafic d'espèces menacées à Hong Kong. Ça fait des années que j'essaie d'avoir accès à ce lieu. Paul et ses amis aussi, mais nous n'avons jamais réussi à rester plus de 30 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Le personnel nous mettait dehors. Il menaçait d'appeler la police. On nous frappait à coups de poing ou de machette en nous disant de ne pas revenir. Voilà le plan. La voiture nous attend avec le matériel. J'ai demandé l'aide de quelques collègues.
Heather Relly, qui travaille comme infiltré pour nous, et Charles Hambleton, qui dirige nos opérations clandestines. Dans cette allée sur la droite. On a inventé une couverture. On disait être en voyage culinaire, à la recherche de produits exotiques. Le plan, c'est de dire qu'on bosse pour Monsieur Sawyer. On est là pour avoir des infos et pour prendre des photos. En Chine, on peut s'attirer de très gros ennuis avec une caméra bouton. Si jamais vous croisez des gens en uniforme, enlevez tout. Arrachez le matériel sous vos vêtements et balancez-le. Entrez, allez, allez, allez. Bonjour. 美食来香港，拜访吃，跟他们会看一些食材这样子。哦，高档的仪式。对，比较最好的是哪一种？ Qu'est-ce que vous faites avec les produits de la mer? On se lance dans la vente de fruits de mer. Comme quoi? On tient une poissonnerie. En fait, pour l'instant, on a surtout du thon, du marlin, de l'espadon, mais on voudrait des trucs plus excitants. Les touristes chinois ou asiatiques représentent un gros marché. Ça dépasse les 50%. On devrait y aller. Non, non, non. Venez, venez. Je vous fais visiter. C'est sympa. Il faut que j'aille aux toilettes. C'est par là. Merci, merci. C'est dur de pêcher un requin. Quand on en prend un, tous les morceaux valent de l'argent. Donc on jette pas un gramme de chair sur un requin. Mais beaucoup d'écologistes se font une idée fausse de notre industrie. Ils pensent qu'on coupe l'aileron, qu'on remet le requin vivant à l'eau et qu'on le laisse agoniser comme ça. Enfin, vous imaginez ce que ça donne? Mais c'est pas vrai. Ce sont les écolos qui fabriquent ce genre de vidéos. Regardez, ça c'est un verre. Ça coûte cher? Oui, très cher. Le prix est de 44 800 $ américains le kilo. 44 800 $ américains le kilo, c'est le prix de gros. J'y crois pas. Les gens croient, je dis bien croient, que ça soigne le cancer. Les Chinois ont plein de croyances. Ensuite, on s'est rendu à un autre entrepôt sur les quais de Hong Kong. Louis? T'as vu ça? Il y avait peut-être 10 ou 20 000 ailerons sous nos yeux. C'est l'un des plus gros entrepôts au monde. C'est pas croyable. C'était à une échelle titanesque. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Bon sang. J'ai l'impression que le monde est complètement fou. Un jour, j'ai plongé dans le nord de l'archipel des Galapagos, près des îles Darwin et Wolf, des îles sur lesquelles Darwin n'a en fait jamais posé le pied. C'est un lieu hors du temps, comme si l'homme n'y était jamais allé. Un gigantesque requin-baleine s'est approché de moi, puis un banc de dauphins est arrivé. On se servait encore de pellicule. Tout le cadre était rempli d'animaux. À ce moment-là, un dauphin s'est approché derrière le requin-baleine et il a attrapé un thon. Il m'a regardé et il a commencé à le secouer avant de l'avaler entièrement en commençant par la queue. C'est le genre de moment où on regrette que la pellicule ne contienne que 36 poses. C'est magique, absolument magique. Les photographes sous-marins
sont des photojournalistes qui immortalisent une époque et un monde qui n'existeront peut-être bientôt plus. L'horloge tourne. Pour mon premier contact avec le National Geographic en 1960, j'ai pris en tout 7 ou 8 images, avec un 6.6 et une pellicule Ektachrome. Je les ai assemblées pour créer le premier panorama sous-marin de coraux en couleur de l'histoire. Je suis revenu en 1989. Le beau récif corallien était mort. Quand je regarde autour de moi, je me demande ce qui nous arrive. C'est tellement différent de ce qui s'est passé il y a 65 millions d'années. L'extinction est généralement une conséquence de l'activité humaine, comme la destruction de l'habitat ou la surpêche. Il y a aussi le changement climatique, dont l'impact est différent. On est donc face à un double effet, l'influence directe de l'homme et son influence indirecte sur le changement climatique. Ce sont les océans qui contrôlent le climat. C'est d'eux que tout dépend. Les océans sont en train de changer lentement. C'est le grand danger qui nous menace. Une extinction massive est le résultat d'une modification de l'environnement. Et les changements que nous apportons à l'environnement correspondent parfaitement à ce qui peut déclencher une catastrophe de ce genre. La Terre a déjà connu 5 extinctions massives. Leurs causes étaient différentes, mais toutes partageaient un facteur commun. Une grosse augmentation du dioxyde de carbone. Jamais la Terre n'a connu un pic de dioxyde de carbone aussi important qu'aujourd'hui. Nous brûlons les réserves de carburant fossile accumulées sur des centaines de millions d'années. En fait, nous sommes en train d'inverser l'histoire géologique à une vitesse incroyable. La marée noire dans le golfe du Mexique a entraîné une fuite équivalent à 4,9 millions de barils de pétrole. Cela représente un quart de la consommation quotidienne aux États-Unis. Quand on voit l'ampleur de cette marée noire de 2010, on peut se dire qu'il s'agit de la plus grosse catastrophe environnementale de l'histoire des États-Unis. Mais ce n'est rien par rapport aux dégâts que l'homme cause au quotidien sans même s'en rendre compte. Je suis le premier à plaider coupable. Tourner un film sur l'environnement, il n'y a rien de pire. Le bilan carbone des 2 premières années de production m'a horrifié. Il faut consommer beaucoup d'énergie pour faire ce que je fais. Super. Et c'est l'autre. Aujourd'hui, l'homme rend sa vie de plus en plus confortable. Mais il le fait au détriment de son avenir. Il existe de nombreuses solutions à ce problème. Mais allons-nous les appliquer assez vite ? On sait déjà qu'on est en train de perdre le contrôle et que la chimie des océans change très rapidement, à une vitesse effrayante. Quand on émet du dioxyde de carbone, il ne reste pas entièrement dans l'air. Les océans en absorbent entre un tiers et la moitié. Le CO2 réagit au contact de l'eau et forme ce qu'on appelle de l'acide carbonique. L'océan s'acidifie de plus en plus chaque jour. Si vous voulez en constater les effets, prenez un coquillage et plongez-le dans un verre de vinaigre. Un grand nombre de créatures vont tout simplement se dissoudre dans cet océan acide que nous avons créé. Les océans connaissent un taux de mortalité très fort. Le phénomène a déjà commencé. Non, pire encore, il est déjà bien lancé. Ce sont les larves ? Ouais, ces petits trucs. Les taches marron ? Ouais. Chaque année, on récolte entre 7 et 10 milliards de larves d'huîtres qu'on envoie à des ostréiculteurs de tout le nord-ouest de la côte Pacifique.
Je n'oublierai jamais le jour où on a retrouvé toutes les larves de l'écloserie au fond des cuves. 6 milliards de larves étaient mortes le même jour. L'eau des profondeurs océaniques des côtes de l'Oregon et de l'État de Washington est aspirée par les pompes de l'écloserie. La coquille n'a pas le temps de se développer, car elle se dissout trop vite. C'est vraiment inquiétant de penser que l'océan est tellement acidifié qu'il cause ce genre de problème. On pensait que cela n'arriverait que dans longtemps, qu'on n'avait pas à s'en soucier. Les océans changent très vite. Cela va entraîner des modifications très marquantes dans notre chaîne alimentaire. Des modifications que nous ressentirons dans les années à venir. Les choses que nous avons l'habitude de manger risquent de disparaître. Et il faudra peut-être passer à la consommation de méduses ou ce genre de choses. Tournez la page. Ça a l'air un peu idiot de dire qu'un changement de régime alimentaire peut sauver la planète, mais si l'homme devenait végétarien dès aujourd'hui, cela ferait toute la différence. Le plus gros facteur de cette extinction de masse est de très loin la destruction de l'habitat naturel ou sa transformation en zone agricole. Plus nous dépendons de la viande, du lait et des œufs, plus les émissions de CO2 et de méthane sont importantes. Le bétail et les ruminants en général émettent du méthane à cause de la façon dont ils digèrent l'herbe et les autres aliments. Alors, les contractions font sortir le gaz de l'estomac et le poussent jusqu'ici. La monovalve est branchée là-dessus? Oui, et le gaz s'accumule dans ce sac. L'expérience a commencé il y a longtemps? Seulement 2 heures. Le méthane est à peu près 22 fois plus puissant que le CO2 pour son influence sur le climat. Il n'en faut donc pas beaucoup pour faire la différence. Une vache peut remplir de méthane un sac de 200 litres en 24 heures. Une vache, ça va. Mais il y en a 1,5 milliard sur Terre. Et ce moyen de production de nourriture n'est pas du tout efficace. Les 3/4 des terres agricoles sont consacrées à l'alimentation du bétail. Si on additionne tout, le défrichement, l'alimentation, le transport, le bétail génère plus de gaz à effet de serre que le total des émissions du secteur du transport. Pour moi, ces problèmes ne sont pas en compétition. Il ne s'agit pas d'en mettre un au-dessus des autres. Ce serait suggérer que le réchauffement est pire que l'acidification des océans ou que la surpêche est pire que la pollution océanique. Il ne servirait à rien d'en faire passer un en priorité et de dire que c'est la solution à tous les problèmes de la planète. Il faut lutter sur tous les fronts. Il y a plein de rongeurs. Oh, regarde, des chats domestiques. T'as vu ça? Il est encore vivant. Les portes se ferment. Ils éteignent. Ça fait peur. C'est clair, on n'est pas les bienvenus. En 2002, le gouvernement s'en est pris au marché animalier du sud de la Chine. Depuis, c'est la clandestinité qui règne. Ça se passe au petit matin. Et c'est atroce. Ils ferment. Ils ferment tout. C'est dingue. Ils se cachent là-dedans. Oh, c'est pas vrai! Ce marché a dû déménager 2 fois cette année. Ils font quoi? Ils savent que ce qu'ils font est interdit. C'est dégueu. Plus l'espèce est menacée, plus sa vente est illégale et plus ça se passe dans les arrière-boutiques. Viens, Louis. J'ai un truc à te montrer. Devant nous, on peut voir une dizaine de raies manta enfilées dans des sacs. Quand on sait que cette espèce n'a qu'un petit tous les 2 ou 3 ans,
On se dit qu'on a sous les yeux toute une génération anéantie. Il y a quelques années, j'ai commencé à remarquer des rangées de raies manta et mobula dans les ports qui étaient autrefois consacrés à la pêche aux requins. C'était très déroutant parce que l'aile de raie ne peut pas remplacer l'aileron de requin et la chair de ces espèces est très odorante. L'effort demandé pour remonter ces géants ne vaut pas le coup. J'en croyais pas mes yeux, toutes ces gigantesques raies manta alignées sur le sol. Je ne comprenais pas ce qui se passait et j'ai vu les pêcheurs en train de couper leurs branchies. Il manque les branchies, ils les ont mises où? Où est-ce qu'ils les ont emmenées? On a fini par comprendre. Ils les utilisaient depuis 50 ans pour un remède dans une toute petite ville côtière du sud de la Chine. Ce remède n'était presque plus utilisé, mais la production a repris lors de l'épidémie de syndrome respiratoire en 2003. Les gens ont réalisé que les requins commençaient à se faire rares et qu'ils avaient besoin de quelque chose pour les remplacer. Il y a plusieurs années, le gouvernement a publié un livre intitulé « Les animaux utilisés dans la médecine chinoise traditionnelle ». On y expliquait comment les raies pouvaient être utilisées pour soigner certaines maladies. On trouve des branchies de raies manta dans les boutiques de médecine traditionnelle et dans les échoppes de poissons séchés. On pense communément que les branchies de raies manta fluidifient la circulation sanguine, soignent les bleus et les blessures, et guérissent même du cancer. Mais en fait, ce n'est que du folklore. Je me rappelle ma première rencontre dans l'eau avec une raie. C'est un moment inoubliable. J'étais assis sous l'eau et d'un seul coup, une raie sort de nulle part et passe au-dessus de ma tête. Ensuite, elle disparaît au loin. J'étais émerveillé et j'ai attendu qu'elle revienne. Récemment, on était à Bali. Tous les autres étaient sortis de l'eau après la dernière plongée. Et d'un seul coup, une raie manta passe en dessous de moi. Elle reste sur place à 3 mètres de profondeur, elle s'immobilise. C'était un spectacle fascinant. Mais en regardant bien, j'ai vu une ligne de pêche accrochée à son dos. J'ai tout de suite plongé et j'ai arraché la ligne près de sa tête, juste au-dessus de l'hameçon. Ensuite, je suis remonté. Elle ne s'est pas enfuie. Elle est restée en dessous de moi. Je suis redescendu vers elle et j'ai posé doucement la main devant sa tête. De l'autre main, j'ai attrapé l'hameçon et je l'ai décoincé lentement de sa mâchoire supérieure. Je me suis dit qu'elle allait s'éloigner maintenant que je l'avais sauvée. Mais elle restait là, à tourner en rond. Je suis donc redescendu une dernière fois et j'ai posé la main sur sa blessure pour essayer de la rassurer. J'ai placé la tête à côté de son œil et je n'oublierai jamais cet œil qui bougeait devant mon masque pour regarder dans mes yeux. J'ai compris qu'elle savait que j'avais essayé de l'aider. Ça prouve qu'une seule personne peut faire la différence. Si vous pouviez voir comment est faite la soupe aux ailerons de requin. Si vous pouviez voir comment chaque année, 70 millions de requins sont massacrés pour finir en soupe, pourriez-vous encore en manger ? J'ai cédé les images du requin mutilé en Indonésie à Wild Aid, une organisation qui œuvre pour la sauvegarde des requins en Chine. Elles ont été vues par 1 milliard d'Asiatiques. Selon un sondage, 80% de ceux qui les ont vues ont dit vouloir renoncer à la soupe de requin ou réduire fortement leur consommation. Remember, when the buying stops, the killing can too.
En tant que photographe, je connais la puissance de l'image. Ça peut tout changer. Mais je crois que notre ADN nous pousse à nous soucier des générations futures. Si nous arrivons à trouver un moyen de persuasion efficace, nous pouvons sensibiliser les gens très rapidement et changer leur comportement. L'œil humain est si limité qu'il ne voit qu'une minuscule fraction du spectre électromagnétique. C'est comme posséder un piano à queue dont on ne pourrait entendre qu'une note. Le dioxyde de carbone est invisible pour l'œil humain, mais certains gaz comme le CO2 ou le méthane absorbent certaines longueurs d'onde infrarouges. C'est ce qu'on voit sur ces images. Cette caméra est équipée d'un filtre de couleur particulier qui nous permet de voir le CO2 émis par le nez et la bouche. Nous avions 2 caméras. La première montre ce qu'on voit à l'œil nu. Et la seconde montre ce que les sociétés de carburants fossiles ne veulent pas que le reste du monde voit, le dioxyde de carbone. Et c'est sur celui qui arrive. 3, 2, 1... C'est dégoûtant et magnifique à la fois. Regarde par là. Sur la gauche? Ralentis, ouais. Ça va être super, lent et créatif. Doucement, doucement. Tout doux, tout doux, tout doux. Toute l'activité humaine génère du dioxyde de carbone. Le chauffage ou la climatisation des maisons. Nos modes de transport, qu'il s'agisse de l'avion, du train ou de la voiture. Tout ce que nous faisons rejette d'énormes quantités de CO2. Mais il est invisible. Découvrir ce monde caché avait quelque chose de magique. Mais c'est une magie qui tue notre planète. On dirait une énorme parade de cochonneries, non? C'est dégoûtant. Qu'est-ce que vous étudiez? On va vous montrer. C'est un convecteur temporel? Oui, presque. Attendez, je peux le tourner. Vous voyez? C'est le dioxyde de carbone. C'est le gouvernement qui vous finance ou vous faites ça tout seul? C'est juste un projet scientifique. Oui, voilà. D'accord. En bien des sens, notre génération est la dernière à avoir le contrôle de l'accélérateur, et elle n'arrête pas de l'enfoncer. On produit tellement de dioxyde de carbone et tellement de méthane dans l'atmosphère qu'il est possible, quand on y réfléchit, que la génération du baby-boom soit la génération des mammifères qui aura eu le plus gros impact sur l'environnement de toute l'histoire de notre planète. L'Anthropocène modifie tous les paramètres. Nous changeons la géologie de la planète, la chimie des océans. L'Anthropocène, ça signifie que le destin de la planète est maintenant entre nos mains. Si on prélève une goutte de l'océan, où que ce soit sur la planète, et qu'on l'observe au microscope, on découvre toute la beauté de ce petit espace. C'est une véritable architecture miniature que je ne me lasserai jamais d'observer. Notre premier intervenant est le docteur Boris Worm. Ces dernières années, il a publié de nombreux articles controversés traitant du déclin des populations de phytoplancton. Lors de mes conférences, je demande à mon auditoire de prendre 2 grandes inspirations. Il faut comprendre que cette deuxième inspiration est rendue possible grâce aux océans. En réalité, elle a été produite par le phytoplancton qui est à l'origine de la moitié de l'oxygène qu'on respire. On sait que l'homme est en train de perturber l'océan au niveau mondial. L'impact humain prend différentes formes, de la surpêche au changement climatique en passant par l'acidification. En d'autres termes, aucune partie de l'océan n'échappe à l'impact humain. Grâce aux images satellites et à d'autres données, le professeur Worm a pu déterminer qu'on aurait déjà perdu 40% de la production de plancton au cours des 50 dernières années. C'est avant tout une conséquence du changement climatique.
Ce point est très controversé parce qu'il touche à un sujet important. Si la disparition progressive du plancton s'avère aussi dramatique qu'on le pense, les conséquences pourraient être désastreuses. Notre existence dépend de la respiration des océans. Et d'ailleurs, les animaux n'ont pu exister sur la Terre qu'après que le plancton a produit suffisamment d'oxygène pour assurer leur survie. On a souvent l'illusion que seules les grandes choses comptent dans l'environnement. Mais si on perd les petites choses, tout le reste s'effondre. Nous sommes tous connectés par un réseau complexe. Si l'on retire l'un des éléments, même microscopiques, comme le plancton, c'est tout ce réseau qui s'effondre. C'est un peu comme une symphonie. Si on retire tous les instruments de l'orchestre, un par un, on entend le murmure des dernières voix. Et puis, il ne reste rien. C'est inacceptable. La plupart des nations du monde se battent pour protéger ces espèces. Et ce type capture 600 requins par an, peut-être même plus. Là, c'est l'usine de transformation. Paul a réussi à rencontrer cet homme, Monsieur Lee, l'un des plus grands trafiquants de viande de requins menacés au monde. Ils avaient 3 espèces protégées de requins, des requins pèlerins, des grands requins blancs et des requins baleines. J'ai trouvé un moyen de le convaincre qu'on voulait faire affaire avec lui pour acheter des huiles riches en oméga 3. Qu'est-ce que je dois savoir sur ces huiles? Il nous faut la confirmation qu'elles sont pures à 100%. Il faut demander des échantillons. Je vais faire comme si j'étais un peu énervé, sur la défensive, et toi tu feras semblant de vouloir me calmer. Notre affaire est basée aux États-Unis. Je vais dire Brooklyn. C'est toi qui vois. L'huile de requin est réputée pour les oméga 3. Mais les requins qu'il revend sont des espèces menacées et protégées en Chine et dans le monde entier. La seule législation qui existe pour protéger les espèces en danger, c'est la CITES. La CITES est une convention sur le commerce international des espèces menacées. En réalité, il n'y a que quelques centaines d'espèces animales sur cette liste. On comprend facilement pourquoi quand on sait que les gens qui contrôlent la CITES profitent également du commerce de ces espèces. Head of this CITES conference, a new decision-making mechanism to set up a centralized system for the resumption of the international trade in elephant ivory. L'économie est au plus bas. On a mis du temps à trouver quelqu'un d'intéressé. Bien sûr, Monsieur Sawyer ici présent est très intéressé, mais... Il dit que l'huile de requin pèlerin est la meilleure. Est-ce qu'on pourrait rapporter un petit échantillon avec nous? La dernière fois, vous aviez accepté de m'en donner, Mais je n'ai pas pu la tester. Il faut que je teste l'huile. Je ne peux pas. Je ne connais pas votre laboratoire. Il faut que je la teste dans mon labo. Oui, évidemment. Louis, je pourrais te parler une minute? Excusez-nous, je voudrais juste lui dire un mot. On va sortir une minute. Il faut que tu reboutonnes ta veste, parce que là, on voit ton micro et ton dictaphone. C'est pas vrai. Tu crois qu'il l'avait? Peut-être, j'en sais rien.
Je voudrais juste m'assurer que dans 5 ans, je n'aurai aucun problème avec des gens qui m'accuseront d'avoir pêché tous les requins-baleines. C'est un secteur très porteur, vous savez. On en vend 10 tonnes à l'Italie chaque année. 10 tonnes de viande de requin. Comment vous faites pour exporter la viande de requin? On la fait passer clandestinement. Vous pouvez aller voir dans la cour. Pur à 100%. C'est 100% d'huile de requin-baleine. On a traversé la cour et on est entré dans l'usine de transformation. Le sol était recouvert de petits morceaux de chair de requin-baleine. On est entré et on a pris des photos. Par la suite, on a envoyé un communiqué de presse aux médias du monde entier. L'info a été reprise partout. National Geographic, Time Magazine, la BBC. C'était partout. Aujourd'hui, le gouvernement chinois fait beaucoup d'efforts pour les espèces en danger. Ils brûlent de l'ivoire. Ils ont interdit la soupe d'aileron de requin dans les banquets officiels. C'est un pas dans la bonne direction. Merci. J'espère juste qu'ils s'occuperont de Monsieur Lee. Si on s'y met vraiment, on finira peut-être par voir la lumière au bout du tunnel. Oui. On voit bien que les mentalités changent. On avance petit à petit. Ne soyez pas si abattus. Si on arrive à changer les choses, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce sera déjà une victoire. Pour nous, c'est très facile de regarder vers l'Est et de condamner les actions de la Chine. Ils détruisent la planète, ils polluent tout, ils font disparaître des espèces. Mais en réalité, l'Occident est tout aussi responsable. Nous aussi, on épuise et on abîme l'environnement. Et de nombreuses espèces menacées disparaissent par notre faute. La Chine traverse la même crise de croissance que celle que nous avons connue autrefois. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait qu'1 milliard d'habitants sur la planète. Aujourd'hui, la Chine doit faire face à ces difficultés avec une population de plus d'1,3 milliard habitants. Nous avons déjà poussé de très nombreuses espèces vulnérables au bord de l'extinction. On ne peut plus se permettre de commettre les mêmes erreurs. Parce qu'il ne restera plus rien. Certains des amphibiens les plus rares de la planète sont dans ce mobil-home. J'ai entendu dire que la moitié de toutes les espèces de grenouilles pourraient disparaître dans les 20 prochaines années. Il existe 7000 espèces d'amphibiens. Elles sont toutes menacées. Avec PhotoArc, je photographie depuis 20 ans toutes les espèces en captivité de la planète. C'est une tentative désespérée pour attirer l'attention du public. Rien de plus. Le voilà. Ecnomyoila raborum, le dernier représentant de son espèce. Il ne reste que lui. Une maladie infectieuse les a tous décimés au Panama. C'est le tout dernier. L'espèce va disparaître. Tu veux bien lui relever un peu le menton? Parfait. C'est son heure de gloire. Mes photos sont la seule médiatisation à l'échelle nationale que ces animaux connaîtront avant de disparaître. C'est leur toute dernière chance. J'espère vraiment que le projet PhotoArc ne sera pas uniquement un souvenir de toutes les choses qu'on a perdues. C'est une manière de sensibiliser les gens au sort de ces animaux, de les regarder dans les yeux et d'en tomber amoureux. Il ne reste que 330 ou 340 espèces de tortues et la moitié est menacée. Si la température de la planète augmente ne serait-ce que de 2 degrés, elles vont probablement s'éteindre. Voici notre toute dernière ligne de défense. Nous conservons en captivité ces animaux dont l'espèce s'est éteinte dans la nature. Je pense qu'on pourrait comparer ceci, ou même la nature en général, aux plus belles œuvres d'art de la planète. Pour moi, c'est encore plus merveilleux que les meilleures œuvres de Picasso, Matisse ou Warhol. La vie ne demande qu'à s'épanouir.
L'ADN veut continuer à évoluer. Nous devons y contribuer. Pourquoi voudrait-on venir perturber quelque chose qui a mis des milliards d'années à évoluer? Vous voyez tous ces arbres qui tombent dans le lac? Ils tombent parce que le permafrost, la partie gelée du sol, est en train de fondre. En Arctique et dans toutes les régions froides de la planète, on trouve en dessous des lacs et des océans d'énormes quantités de méthane gelé. Il est là depuis des millions d'années. Ce lac dégage d'importantes quantités de bulles de méthane. D'ailleurs, on peut facilement y mettre le feu. Les enfants du monde entier ont entendu parler de l'extinction qui a tué tous les grands dinosaures, mais les paléontologues, les vrais experts de la question, s'intéressent davantage à l'extinction permienne. C'est la plus grande extinction de l'histoire de la planète. Presque toute forme de vie a disparu. On la surnomme la Grande Mort. L'extinction crétacé-tertiaire a sans doute été causée par un météore. Mais qu'est-ce qui a bien pu tuer tous les animaux terrestres et marins pendant le Permien? Aujourd'hui, les scientifiques ont tendance à croire que c'était le méthane. L'Arctique se réchauffe progressivement et le méthane qui est resté enfermé pendant des millions d'années commence à s'échapper. Quand tout ce processus aura commencé, on obtiendra ce qu'on appelle un effet d'emballement. C'est un emballement du changement climatique et rien ne peut l'arrêter. Ça va? La seule manière de régler le problème du méthane, c'est de réduire les émissions de CO2, parce que c'est la cause du réchauffement de l'Arctique et ce qui fait remonter le méthane. La grande ironie, c'est que les compagnies pétrolières voient la fonte des glaces comme une opportunité pour extraire encore plus de pétrole. Mais on ignore ce qui se cache en dessous, alors que c'est ça qui devrait nous inquiéter. Grâce à l'étude des fossiles, on sait que les changements climatiques, même ceux antérieurs à l'homme, peuvent se produire rapidement. Je ne parle pas de millions d'années, mais plutôt de 3 ou 4 ans. Bien moins que la durée d'un emprunt. Moins de temps qu'il n'en faut pour finir ses études. Qu'arriverait-il si la température augmentait de 6 degrés en 3 ans? Ça entraînerait la mort d'un grand nombre d'espèces marines. Et quand les océans commencent à mourir, la planète ne peut plus fonctionner normalement. Et quand ça se produit, toute forme de vie commence à disparaître. C'est ce qu'on appelle une extinction de masse. Il y a une île isolée en Indonésie. Elle est située juste à l'endroit où la mer vient s'engouffrer dans l'archipel. C'est un passage privilégié pour les baleines, les dauphins et des tas d'autres animaux. À l'extrémité de cette île se trouve un village appelé La Makera. À notre connaissance, il n'existe pas d'autre endroit sur la planète où l'on tue davantage de raies manta que dans ce seul village. On s'est rendu compte que pour régler le problème des raies manta, il fallait commencer par là. C'est de la raie manta. Et ils les arrangent par 20 ou 40. Et chaque lot se vend une vingtaine de dollars. Une raie manta peut donner 2 ou 3 lots. Par contre, les branchies peuvent se vendre entre 5 et 600 dollars. Ce sont des branchies, on voit bien les extrémités. Tout le cartilage sera envoyé en Chine, où il sera ensuite broyé pour fabriquer des pilules de sulfate de magnésium.
C'est pour soulager les articulations. On est allé rencontrer le Polydessa, le chef du village. Les pêcheurs pensent que vous êtes venus pour leur dire de ne plus pêcher les Raimanta. Si votre but est de conduire une mission de conservation à la Maquera, la communauté espère que vous pourrez leur proposer des solutions alternatives. La pêche au Raimanta est notre principale source de revenus. Elle paye l'éducation de nos enfants. Nous n'avons aucune agriculture. Nous ne pouvons rien planter ici. On n'a pas d'autre choix. Au début, ils n'étaient pas très accueillants. Ils ne voulaient pas de nous. Au bout d'un moment, on a réussi à les convaincre de nous emmener à bord d'un bateau de pêche. Demande-lui comment ils l'ont attrapé. Tu la vois? Au bout de quelques heures, on a aperçu une silhouette noire qui nageait juste en dessous de la surface. L'eau a pris la couleur du sang. Pendant 1 heure entière, cette créature a lutté pour sa survie. C'est une grosse. Là, j'ai regardé tout ça et je me suis dit, je vais pas y arriver. Il a planté son harpon dans le crâne de l'animal. J'ai paniqué. J'ai vu son âme disparaître devant mes yeux. Elle ne bougeait plus. Dépêche-toi. Paul, ne panique pas, reste calme. En rentrant au village, on a croisé une armada de bateaux de pêche qui allaient dans l'autre sens. Ils étaient en train d'encercler un groupe de Raimanta qui venait d'arriver dans leurs eaux. La première chose qu'ils font, c'est retirer les branchies. Des revendeurs leur ont apporté des moteurs diesel et ont créé une véritable chaîne de production à destination de la Chine. Le village est très vite devenu une base commerciale à part entière. À ce rythme-là, les Raimanta finiront par disparaître dans quelques années. Ils ont remarqué qu'il y en avait de moins en moins. Même si on n'était pas venus, ils auraient compris qu'il fallait changer les choses. Que vont faire leurs enfants? Il ne leur restera rien. On perd une part de magie. Pour moi, sans cette espèce, le monde serait vide.
Dans 200 ans, quand les gens penseront à cette période de notre histoire, ils se demanderont comment les hommes ont-ils pu laisser disparaître toutes ces créatures extraordinaires. Mais ça ne servirait pas à grand-chose pour moi ou pour n'importe qui d'autre de dépenser autant d'énergie pour sauver la vie sauvage si les gens ne sont pas plus éduqués et n'apprennent pas à être de meilleurs intendants que nous l'avons été. Si tout le monde baisse les bras, il n'y aura plus d'espoir. Sans espoir, les gens sombrent dans l'indifférence. Il reste encore beaucoup de choses qui valent la peine d'être défendues. Il y a environ 20 ans, le Beiji ou dauphin de Chine était très vulnérable. Il en restait des centaines. Et je me souviens m'être dit qu'il en restait suffisamment et que quelqu'un allait faire quelque chose pour sauver cet animal. Ce n'était pas seulement les derniers représentants de leur espèce, mais aussi de toute une famille de cétacés. Je me suis dit que quelqu'un, quelque part, finirait bien par faire quelque chose pour les sauver, parce qu'ils étaient en train de s'éteindre. Il n'en reste plus un seul, l'espèce est éteinte. Je les ai vus disparaître de mon vivant. Alors... on se dit toujours qu'il y aura quelqu'un d'autre qui sauvera ces animaux. Ce champ est un des derniers endroits sur Terre où on peut voir des bruyants sauterelles de Floride. Il y a de moins en moins de mâles qui chantent chaque année. Maintenant, on en voit une vingtaine par an. On est passé de 150 à 20. Ça devient de plus en plus difficile d'en trouver, c'est ça? T'entends ça? C'est un bruyant sauterelle. Les gardiens de zoo emploient de temps en temps l'expression « élimination progressive » quand une espèce n'est plus viable en captivité. Ils envisagent de l'éliminer progressivement. On les laisse glisser vers l'extinction. Le voilà! On l'a trouvé, il est là. On ne laissera jamais un éléphant, un panda ou un rhinocéros disparaître de cette façon. Mais quand il s'agit d'un petit oiseau brun, le public est tout de suite moins séduit. Mes photos du bruyant se sont retrouvées en couverture du magazine Audubon. Et quand les gens du service de préservation et de gestion de la faune ont vu ça, ils sont passés de 30 000 $ par an accordés à la sauvegarde du bruyant sauterelle, c'est parfait, à environ 1 300 000 $ cette année, pour financer l'étude de cet oiseau et tenter de changer son destin. Et voilà! Pour moi, la photographie n'est pas seulement une manière de montrer la beauté des choses. C'est une arme. Regardez ce qu'Otis Gill a réussi à faire avec son petit projecteur devant le restaurant Hump. Ce qu'il a réussi à accomplir. Et je me suis demandé, comment est-ce qu'on pourrait faire ça en grand ? Quand on rêve, nos rêves ne se limitent pas à un cadre. On rêve dans plusieurs univers. Les premières photos étaient circulaires. Les premières télés aussi. Mais pour profiter un maximum de ces supports, on a décidé de les faire entrer dans un cadre. Et je crois que ce cadre explique bien notre façon de penser. Ma méthode, c'est de faire exploser ce support en des millions de petits morceaux pour les laisser devenir autre chose. Travis a réalisé des projections sur des bâtiments emblématiques partout dans le monde.
Mon rêve serait de prendre les œuvres de mes amis photographes du National Geographic et de rendre leur message plus puissant en lui donnant de l'ampleur. J'imagine bien une baleine qui passerait par là et qui sauterait d'un immeuble à l'autre. Ce serait magnifique. L'idée des requins à Wall Street me plaît toujours autant. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, sans problème. 80% des gaz à effet de serre provenant des villes sont causés par des immeubles commerciaux. Tony Malkin, le type qui possède l'Empire State Building, un des immeubles les plus emblématiques au monde, a décidé de le rendre plus écolo. Tout le monde disait que l'Empire State Building était dépassé et obsolète. On a rénové l'ensemble des 6500 fenêtres. On a remplacé toutes les lampes par des LED. On a refait tout le chauffage et la climatisation. Grâce à ça, on a en fait économisé 4 400 000 $ par an. La meilleure façon de faire en sorte que les gens parlent de l'environnement, c'est de leur montrer ce que ça rapporte. Je voudrais projeter jusqu'aux arbres. Donc tu penses à tout l'immeuble? Oui, tout l'immeuble. On pourrait aussi garder l'idée de ces projecteurs mobiles montés sur des camions. On pourrait couvrir toute la ville. Ouais, ce serait cool. Travis avait dessiné une illustration d'un véhicule de projection mobile. Rien qu'en voyant les plans, j'ai compris que ça nous ouvrait de toutes nouvelles possibilités. Il n'y a pas que les militants écologistes qui voudraient arrêter d'utiliser des carburants fossiles. Tout le monde doit y mettre du sien. J'ai entendu parler d'une pilote de course automobile qui militait pour l'écologie, alors que c'est un sport qui est souvent à l'opposé. En gros, une fille pleine de contradictions. Quand je vais voir des agences de marketing sportif et que je leur demande de me trouver des sponsors, je leur donne toujours la liste des gens avec qui je ne veux pas travailler. Pas de carburant fossile, pas de pétrole, pas de charbon, pas de viande, pas de tests sur les animaux, pas de fourrure, pas de cuir. Ils me regardent et disent « Comment voulez-vous qu'on vous aide ?» Parfois, les écolos me disent « Mais si tu es vraiment une militante écologiste, alors pourquoi tu ne fais pas du vélo ?» Le problème, c'est que si je faisais ça, je n'aurais pas 75 millions de personnes qui s'intéressent à mon sport. Merci. Prenez quelqu'un comme Elon Musk. Il conçoit des fusées réutilisables pour ravitailler la Station spatiale internationale. C'est le plus grand installateur solaire aux États-Unis. Et il a construit la voiture la plus performante de l'histoire. Et elle est électrique. Leilani connaît bien Elon Musk. Pour moi, ce qu'on fait en ce moment, c'est complètement stupide. C'est comme si on faisait une expérience pour savoir combien de CO2 notre planète pourra supporter. Si on ne veut pas que notre avenir se termine par une catastrophe naturelle suivie d'un effondrement économique, il faut impérativement qu'on arrête d'utiliser du pétrole. Il nous faut donc des voitures électriques. Je crois qu'on va passer commande pour une voiture. Parfait, c'est d'accord. Vas-y, avance. Ouais. C'est rapide. Ce sera toujours aussi rapide quand il y aura 50 kilos dessus? Ouais. Pas mal. Avec ce truc, la focale est incroyable. Tu vas pouvoir projeter des images de très loin. Tu peux zoomer à plusieurs centaines de mètres de ta cible. Génial. À peu près. À des centaines de mètres? Ouais. Le son ira jusqu'où? 1,5 km. Je suis en train de vous en fabriquer un qui émettra 3 fois plus fort. Tout à coup, on entend ce son incroyable. Vous entendez ça? On s'est inspiré de créatures marines comme le plancton et la sèche, qui se servent de la lumière pour communiquer ou pour se camoufler. On a ajouté une peinture luminescente sur la carrosserie. C'est dingue. L'intérêt de la projection mobile, c'est qu'on peut l'emmener partout. On peut aller sur l'autoroute, on peut projeter sur de grands immeubles, on peut traverser la ville. On va pouvoir projeter les émissions de CO2 en temps réel grâce au projecteur placé à l'arrière du véhicule que conduira Leilani. Donc là, c'est légal. C'est légal? Jusqu'à ce qu'on appuie sur ce bouton. Ça, c'est très légal. Elle est prête, patron. Ce que j'espère dans tout ça,
c'est qu'en amenant la nature jusque dans la ville, on arrivera à inspirer les gens qui pourront nous aider à sauver ces animaux. De nombreuses espèces ont besoin d'être protégées. La plupart de celles qu'ils méritent ne sont pas sur la liste. Après une campagne de 4 ans, on a enfin réussi à faire entrer les Raimentas dans le registre des nouvelles espèces potentielles étudiées par la CITES en 2013. Je vais maintenant vous montrer une vidéo qui explique notre action. On dit souvent qu'on ne peut rien faire contre l'argent ou contre la politique, et que l'espoir et l'inspiration ne suffisent pas toujours. Il faut que la consommation de ces animaux devienne un comportement inacceptable. Je pense qu'on vit dans un monde très visuel. Les images sont très puissantes. On peut entrer dans une pièce et rencontrer des gens qui parlent 15 langues différentes, mais si on leur montre une photo, les gens comprennent tout de suite ce qu'on a voulu dire. Un dîner à la sauce conservation. Regardez, on voit même le toit de Hong Kong. Je vais vous demander de passer rapidement à la proposition suivante. L'inclusion de la Raimanta à l'appendice 2. Au nom des États membres de l'Union européenne et de la Croatie, nous soutenons la proposition d'inclure les Raimentas. L'Afrique du Sud, en tant qu'État membre, partage ce soutien. La Chine ne soutient pas cette proposition. Merci, Madame la Présidente. Bien sûr, on va voir ce que ça donne. T'as mis ta ceinture? Ouais. Prenez à droite. Continuez dans cette direction, allez-y. Pas mal. Vous avez une caméra sur la voiture? Non, c'est simplement une lampe. Qu'est-ce que vous filmez? On veut juste filmer quelques images dans la zone industrielle. Pourquoi la zone industrielle? Parce que ça fait ressortir les reflets sur la voiture. Va falloir le faire ailleurs. Et si on photographiait votre fumée? C'est pas de la fumée. Alors c'est quoi? C'est de la vapeur. Donc ça veut dire qu'on peut filmer votre vapeur? Non. Je voudrais que les gens comprennent que nous sommes la dernière génération qui puisse encore sauver ces animaux. On ne pourra pas compter sur les générations futures pour nous sauver. C'est à nous de le faire. Nous ne parvenons pas à un consensus. Technicien, veuillez afficher les résultats. La seule façon d'affecter une communauté isolée comme celle du village de la Makera, c'est de proposer une alternative. Après notre victoire à la CITES, les Raimentas sont entrés sur la liste des espèces protégées, ce qui a conduit le gouvernement indonésien à interdire sa pêche sur tout le territoire. D'ailleurs, le simple fait de les blesser est maintenant illégal et peut mener à 1 an de prison. Cette loi crée de nouvelles possibilités. C'est notre cinéma. Oui, le projecteur. Et vous savez, on a mis le générateur. Dans le monde de la conservation, ces petites opportunités et ces petites portes qu'on ouvre mènent très souvent à des moments décisifs. On va voir si ça fonctionne. C'est ça, la prochaine étape. Je suis pêcheur. Si nous continuons à pêcher les Raimentas de cette manière, je doute qu'il en reste beaucoup. Elles pourraient même disparaître. Nous ne voulons pas que ça arrive.
On devrait réduire le nombre de raies manta qui sont pêchés pour que la génération suivante sache encore à quoi elle ressemble. C'est notre village. Ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent que cette créature qu'ils voient tous les jours et dans laquelle ils enfoncent leur harpon a bien plus de valeur vivante que morte. L'idée de convertir une culture de la chasse en culture du tourisme peut paraître assez difficile en apparence. C'est pour ça qu'on leur montre des endroits du monde où cette approche a eu du succès. Des endroits qui avaient très peu de ressources et qui sont maintenant en plein essor. Ces enfants vont être influencés par tout ça et ils pourront devenir les guides de demain. On ne fait que passer un message. Le reste dépend d'eux. Nous pouvons y arriver. Nous allons devoir faire face à de plus en plus d'extinctions d'espèces. Et nous aurons besoin de tous ces esprits indomptables. Nous aurons besoin de plus de gens qui comprennent que ce combat vaut la peine d'être mené. Les petites décisions qu'on prend au quotidien peuvent nous mener au monde que l'on veut créer pour demain. J'ai connu un révérend au Japon. Une des choses qu'il m'a dites m'a vraiment marqué. Il vaut mieux allumer une bougie que se plaindre de l'obscurité. Tant de gens ne font rien mais disent qu'on est fichu. Alors pourquoi se donner la peine? Mais vous savez, cette bougie a une vraie signification. Parce que grâce à cette bougie, peut-être qu'une autre personne avec une bougie vous trouvera. C'est comme ça qu'on lance un mouvement.
Je sais que tout ça, ça fait beaucoup. Mais il suffit d'une toute petite chose pour réussir à lancer un mouvement.